Hello, Rue. You owe me money. On a dit pas les petits, putain. Maintenant, il vient les menacer. La muerte es una garantía. I guess it's easier to accept a story than believe that the people around you are monsters. Le grand retour d'Euphoria après 4 ans d'absence. Bandit, la première série Netflix tournée en Martinique, et The Testaments, la suite de La Servante écarlate. C'est le sommaire de notre émission 100% série avec Nina Masson. Bonjour Nina. Bonjour Marion. Et bonjour à tous. On commence donc par le retour de la série phénomène Euphoria sur HBO Max. Oui, incontournable série américaine sur la fureur de vivre adolescente. Après 4 années d'absence, la série de Sam Levinson est de retour pour une saison 3 tant attendue, toujours avec Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, tous propulsés au rang d'icône mondiale par les 2 premières saisons. Mais cette fois, fini les couloirs du lycée, place à Los Angeles, ses piscines très très bleues, ses néons très très roses et ses rêves très très chers. Un monde saturé d'images, de désirs, d'argent et de solitude, surtout dans lequel on retrouve notre Ruru préféré, empêtré dans un trafic de drogue entre le Mexique et le Texas. Regardez la bande-annonce. Your girl, Rue, I take her. Rue belongs to us. The problem is, if you make a deal with the devil, there's no turning back. Tell me something. You believe in God? Yeah. Let's see if he believes in you. Et cette 3e saison est entachée par quelques polémiques, Nina. Oui, à cause de certaines scènes qui dérangent, à commencer par celle du personnage de Cassie, incarné par Sydney Sweeney, qu'on retrouve affublé d'un costume de chien, style filtre Snapchat, mais version porno, dans le but de créer du contenu pour ses abonnés. Il n'en fallait pas plus pour enflammer Internet. D'un côté, on accuse Sam Levinson, le créateur, de mettre en scène ses fantasmes assez problématiques. De l'autre, on renvoie Sydney Sweeney à sa complicité supposée avec un dispositif jugé voyeuriste, voire carrément complaisant. Sans surprise, ce sont encore les femmes qui trinquent. Mais au-delà de la polémique, je trouve que ce côté cher triste qu'on voit dans la série n'est pas gratuit, contrairement à ce qu'on pouvait voir dans The Idol. D'ailleurs, cette série phare de Sam Levinson présentée à Cannes, qui était à mon sens complètement ratée. Ici, ce côté cher, triste, il illustre pour moi la vacuité d'un monde biberonné aux réseaux sociaux, dans lequel les corps sont des vitrines, des objets de consommation, dans lequel l'intimité se donne constamment en spectacle, et où en fait chacun se prostitue d'une façon ou d'une autre pour tenter d'exister. Et sur le fond, cette saison est-elle à la hauteur de l'attente ? Alors moi, j'étais un peu sur mes gardes, mais surtout curieuse de voir comment Sam Levinson allait filmer ce passage à l'âge adulte. Alors d'abord, il élargit le cadre avec cette scène d'ouverture incroyable dans laquelle on retrouve Rue, toujours jouée par Zendaya en plein désert mexicain. Zendaya qui est extraordinaire dans ce rôle de jeune femme cassée, magnétique, qui a valu à l'actrice 2 Emmy Awards et un Golden Globe, je le rappelle. C'est à travers elle qu'Euphoria continue de dégommer ce qu'il reste du rêve américain. Moi, je reste subjuguée par cette série à chaque instant, parce qu'elle filme avec une grâce inouïe les défaillances de notre époque. La drogue comme échappatoire, c'est aussi le thème de la nouvelle série Bandit sur Netflix, signée Eric et Capucine Rochant. Et oui, autant dire que là aussi, les attentes étaient grandes autour de cette série. D'abord parce qu'elle est co-signée par Eric Rochant, le créateur du Bureau des légendes, c'est-à-dire mon autre série préférée de tous les temps, avec Euphoria. Sauf qu'ici, on le retrouve dans un registre dans lequel on ne l'attendait pas forcément. C'est plus l'espionnage et les secrets d'État, mais un thriller social, familial et ultramarin. Au cœur de Bandit, il y a une famille, la famille Lafleur, une fratrie de 11 frères et sœurs âgés de 7 à 23 ans qui restent unis grâce à leur mère, qui gère difficilement les dépenses du foyer jusqu'à ce que leur monde s'écroule à la mort de celle-ci. Ils vont alors devoir lutter pour tenter de rester debout face à l'adversité et surtout face à la pauvreté. On regarde à quoi ça ressemble. Phase 1, vente en local, je suis rodé. Phase 2, exportation artisanale vers la France.
Efface-toi, exportation à grande échelle. C'est ce que je veux. T'es ambitieux, mais ça suffit pas. Mais vous en avez pas marre de vivre dans un taudis, de compter les sous? Il est où? Je sais pas. L'argent de la drogue, c'est pas notre vie, putain. Oui, c'est une série qui détonne dans le paysage parfois très formaté des séries à gros budget. C'est aussi la première production originale Netflix réalisée en Martinique. Oui, et déjà ça, c'est un geste fort. 107 jours de tournage, 1500 figurants, 80 rôles confiés à des comédiens martiniquais. Derrière ces chiffres, il y a une vraie ambition, celle de faire exister un territoire, sa langue et surtout ses talents. Et c'est aussi surtout de filmer la Martinique, non pas comme un décor, mais véritablement comme un sujet. Alors on est loin de la série carte postale que l'on aurait pu redouter. Plusieurs commentaires ont d'ailleurs critiqué cette nouvelle représentation négative des Antilles à l'écran, puisque la série parle de violence, de trafic de drogue, ce qui peut s'entendre, hein. Parce que les territoires ultramarins, justement, ont longtemps été cantonnés à ces deux registres clichés, soit la carte postale, soit le fait divers. Mais Bandit n'entre dans aucune de ces cases-là. La série prend le temps de faire exister ces personnages dans la durée, au fil du récit, sans jamais les réduire à des fonctions ou à de simples prétextes narratifs. Les Lafleur, donc la famille, ne sont pas la jeunesse ultramarine, la pauvreté, l'indélinquance. Non, ce sont des êtres de fiction à part entière, avec leurs contradictions, leur fragilité, et c'est cette authenticité-là qui m'a séduite. Elle fait oublier les longueurs et les fragilités de l'intrigue, surtout lors des 3 premiers épisodes qui, je vous l'accorde, sont un peu faibles, mais ensuite on se laisse happer. Le tout est porté en plus par une bande-son 100% caribéenne, ce que moi j'ai adoré. Bref, j'en ai fait qu'une bouchée, moi, de cette série, donc je recommande. Eh ben on va regarder ça. La fiction française qui explore d'autres territoires, mais aussi des nouveaux formats. Vous nous parlez de 3 minutes avant la fin du monde sur Arte TV. Et oui, que feriez-vous pendant votre dernier jour sur Terre, et même pendant les 3 dernières minutes avant la fin du monde? Eh bien, c'est la question que pose cette mini-série en 10 épisodes de 3 minutes chacun. On l'a terminée en 30 minutes. Le point de départ est simple. Un groupe d'astéroïdes fonce sur la Terre. L'information a fuité depuis l'Agence spatiale française. Il n'y a plus rien à faire. Pas de mission de sauvetage, pas de Bruce Willis à l'horizon, ni de Ryan Gosling sauveur dans l'espace. Juste l'humanité face à cette certitude, tout va s'arrêter dans quelques minutes. Et c'est là que la série devient intéressante, parce qu'elle ne filme pas vraiment la fin du monde, mais plutôt ce qu'elle révèle en chacun de nous. Une survivaliste qui, en une seconde, quelques secondes de la fin, rate ce qu'elle a préparé pendant toute une vie. Et des amis qui tentent de donner du sens à leurs derniers instants, ou encore des amoureux qui s'embrassent pour la première fois. Regardez la bande-annonce. C'est juste un astéroïde sur une ville pas ouf. On prévient personne, sûr de ça. Bah c'est trop tard de toute façon. Des questions? Est-ce qu'on a une chance de s'en sortir? Bah non. C'est con que ça se termine comme ça. Je sais comment revenir après l'apocalypse. Je sais pas si c'est brillant ou si c'est super con. Oh merde. Oui, je te vois, maman. Je te vois. Bon courage. Je t'aime très fort. Voilà, vous l'avez compris, la bonne idée de cette série, c'est de ne pas surjouer l'apocalypse. On voit le monde qui s'effondre, oui, mais à hauteur d'individus. Originalité sur le fond, mais aussi sur la forme, avec le choix, on l'a vu, du format vertical, donc adapté au téléphone portable, souvent vu comme un gadget de plateforme, qui devient ici un vrai choix de mise en scène, puisqu'il enferme les personnages dans leur panique. Il donne l'impression que la fin du monde arrive, comme tout le reste aujourd'hui, finalement, par notification et par écran interposé. Au casting, on retrouve Oulaya Amamra, Éléonore Coste, Manda Touré, ou encore Messi, mon personnage préféré, le chien d'Anatomie d'une chute, Palme Dog à Cannes. Voilà, on le voit, il est trop mignon. Voilà, c'est une série qui rappelle qu'à la fin, ce sont peut-être pas les astéroïdes qui nous intéressent le plus, mais la manière dont chacun choisit de regarder ou pas le ciel tomber. Je découvre qu'il y avait une Palme Dog à Cannes. Évidemment, la Palme Dog. On termine avec la série événement de Testaments, suite de The Handmaid's Tale, toujours adaptée du roman de Margaret Atwood. Et oui, retour à Gilead, cet empire patriarcal, théocratique et totalitaire qui règne sur une partie des États-Unis dans un monde où la fertilité s'est totalement effondrée. Après les 6 saisons de La Servante écarlate, la dystopie imaginée par Margaret Atwood se poursuit donc avec The Testaments, nouvelle série d'ailleurs inspirée
inspiré de son roman qui, lui, était publié en 2019. Et la boucle est bouclée parce que Margaret Atwood avait tellement apprécié l'adaptation télévisée de son roman qu'elle en avait intégré certains éléments dans la suite de l'écriture. Donc cette fois, le récit ne suit plus les servantes, souvenez-vous, mais les futures épouses, dont Agnès, fille d'un haut commandant, incarnée par la spectaculaire, on la voit ici, Chase Infinity, révélée, vous savez, dans Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. À ses côtés, on a Daisy, une adolescente venue, elle, du Canada, recrutée par des émissaires du régime pour contribuer à l'effort de procréation. Ça fait très peur. Oui, ça fait peur, mais on est dans une version un peu adoucie et moins survivaliste, justement, que dans The Handmaid's Tale, que personnellement, j'avais fini par trouver irregardable parce que c'était trop... on arrivait à des degrés dans la violence que je finissais par trouver gratuit. Mais cette fois-ci, dans The Testament, donc c'est plus doux, mais ça en est pas moins terrifiant, donc ça marche très très bien. Pour moi, c'est une réussite absolue. J'ai vu que les 4 premiers épisodes, mais j'ai hâte de les découvrir. Ils reviennent chaque semaine sur Disney+. Eh bien, on va se quitter en regardant cette bande-annonce. Et merci à vous, Nina. On vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode 100% série. Restez avec nous sur France 24. There comes a time when you have to take action. When you have to choose your own destiny. Your body will tempt you into impulsive decisions. We need to destroy everything. We had no idea what we were capable of. It was time for us to change things. 'Cause you're a dream to me.